Donc moi je suis Mathieu Michel, je suis en charge de la digitalisation, de la protection de la vie privée et aussi de la simplification administrative. Alors accessoirement je suis aussi en charge de la gestion des bâtiments publics. Donc vous vous doutez bien que l'inclusion numérique est au cœur de mon attention. Moi j'en ai plein en fait, je pense qu'aujourd'hui, alors moi je suis un peu geek, donc forcément dès que quelqu'un a une question dans la famille à poser en matière de digitalisation, numérique, de mot de passe oublié, ce genre de choses, c'est à moi qu'on s'adresse. Alors j'en ai pas mal, c'est vrai que celle que je vis le plus fréquemment, c'est avec mon père en fait, qui est arrivé au numérique sur le tard et qui systématiquement en fait m'appelle dans un coup de Mathieu, il faut absolument que tu passes à la maison parce que j'ai oublié tel mot de passe ou bien parce que je me rends compte que Apple m'a débité 5 €, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, voilà. On se rend compte vraiment que, voilà, par l'expérience qu'on vit tous, que l'inclusion numérique, même si on a un monde qui se digitalise très fort, même si on voit que de façon globale, il y a de plus en plus de personnes qui maîtrisent le numérique, eh bien, ça reste encore effectivement un questionnement ou bien un problème, en fait, source de difficulté pour pas mal de personnes. Donc, effectivement, je pense qu'on le vit tous par des expériences personnelles. Alors, jamais à un organisme, mais j'ai déjà dû effectivement demander des conseils ou bien des avis, voire de l'aide. Alors je vous dis que pour l'instant, ce qui m'arrive assez régulièrement, c'est de demander à mon fils comment fonctionne un jeu vidéo auquel il me demande de jouer avec lui, vous voyez. Donc ne serait-ce que dans l'interface, dans la façon dont voilà, la configuration de quelque chose va être faite, parfois je lui demande, parce que je me rends compte vraiment que l'évolution de l'accès ou de la maîtrise de l'innovation, de l'interface, en fait, elle évolue de génération en génération. Donc effectivement, c'est assez cool que je comprends effectivement à quel point on peut parfois se retrouver dans des difficultés. Alors moi, c'est sur des choses plus spécifiques, mais je peux comprendre effectivement que aujourd'hui, être confronté à des procédures administratives, à MyPension, MyMinFin ou d'autres choses, quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose qui peut s'avérer compliqué, oui. Alors, ça va dans le bon sens, mais on est encore aujourd'hui dans une situation qui me demande beaucoup d'attention. On a tous en tête ces chiffres de la Fondation Rabaudouin qui identifient que près de 40% de la population sont dans un schéma de vulnérabilité politique numérique. C'est clair que c'est un élément d'attention parce qu'aujourd'hui, dans des interactions qui sont de plus en plus digitalisées, si effectivement on n'a pas le matériel, la connectivité ou bien les connaissances basiques, on peut vite se retrouver dans un schéma un peu d'oublié du numérique, et donc c'est un élément d'attention très particulier. Alors, je dis que c'est une situation qui est encore préoccupante, et néanmoins c'est une situation, on le voit dans les chiffres, qui tente à s'accélérer, à s'améliorer en fait quelque part. Je pense que la crise Covid a été source d'accélération par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, cette mise à distance quelque part de toutes les procédures plus physiques a forcé quelque part à obliger un peu par la force des choses certaines personnes à se digitaliser. L'utilisation du télétravail avec Teams par exemple, ou bien l'utilisation de prise de rendez-vous par outil informatique, ce genre de choses, a fait qu'il y a une espèce d'obligation, si on voulait rester dans un centre d'interaction, de digitaliser. Alors ça a une vertu, mais ça a aussi mis en lumière les freins potentiels qui pouvaient avoir une forme de digitalisation. Aujourd'hui, je vous avoue que je reste, moi, néanmoins assez préoccupé, parce que le monde se digitalise tellement vite en fait qu'on n'a pas le temps d'attendre que la nature génère en fait l'inclusion numérique. On doit vraiment aller chercher des personnes qui sont aujourd'hui vraiment en rupture, en méconnaissance, pour les amener le plus rapidement possible à un niveau de compétences minimum requis pour pouvoir continuer à participer activement à la société. Et c'est pour ça qu'on a développé toute une série de projets dont l'objectif en fait n'est pas uniquement d'atteindre un maximum d'inclusion numérique. L'objectif est encore davantage d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Vous voyez, parce qu'on a finalement dans cette évolution qui va excessivement vite, on n'a pas le temps d'attendre. Alors un des projets les plus importants sur lesquels on travaille, c'est un projet qui s'appelle Connect2, qu'on a développé en collaboration notamment avec Bibliothèques sans frontières, qui est une structure que vous connaissez bien. L'idée en fait c'est de réaliser une formation en ligne d'écrivains numériques. Donc ce qu'on appelle les écrivains numériques, c'est en fait des aidants numériques. L'idée c'est d'aider les gens
à être certifié pour aider les autres. C'est quelque chose, parce que je vous citais l'exemple de mon père que j'aide parfois pour un mot de passe perdu, ce genre de choses. Je pense que pourtant, aider quelqu'un qui est digitalement peut-être un peu plus en retard, ça nécessite quand même un peu d'encadrement, ne serait-ce que le respect de la protection de la vie privée, ce genre de choses. Vous voyez, et donc, ce que nous avons voulu faire, c'est standardiser une formation qui est accessible en ligne et qui permet, une fois qu'on a atteint cette formation, d'être breveté officiellement, et donc vous recevez un brevet Connectoo qui est personnel. Ça, c'est la première étape, c'est quelque chose qui est essentiel, et ça, l'objectif était justement de faire ce que je viens de vous dire. L'idée, c'était, pourquoi est-ce qu'on a voulu former des formateurs? Parce qu'on part du principe qu'une personne qui est formée pour aider les autres, sur son aîné ou sur son intervention, elle peut-être aider 10, 15, 20 personnes. Et donc ça crée un effet boule de neige, si vous voulez, qui permet à un moment donné de libérer un maximum de potentiel. Ça, c'est la première étape du projet Connectoo. La deuxième étape du projet Connectoo, c'est de considérer que quand vous êtes breveté Connectoo, si vous avez une activité de contact avec des personnes, ça peut être un guichet de poste, un guichet de mutuelle, de syndicat ou encore dans votre maison communale, si vous avez en fait un collaborateur qui est breveté Connectoo, eh bien l'endroit où il travaille, le guichet, la commune par exemple, devient elle-même un lieu labellisé Connectoo. Okay. L'idée c'était quoi? C'était derrière d'essayer de certifier, en fait, de valider un maximum d'endroits. Les gens peuvent aller physiquement se rendre et se dire tiens, là je sais qu'il y a une personne qui va m'aider à effectuer des démarches de base. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que, comme je le disais tout à l'heure, la digitalisation évolue tellement vite. Il n'y a pas un bouton magique, on va se dire ok, il faut arrêter les gens, faut attendre les gens qui sont en retard. La digitalisation continue à avancer. Okay. Et donc ce qu'on doit faire, c'est vraiment le plus rapidement possible, partout où c'est possible, avoir des personnes qui vous aident à vous digitaliser. Donc ça, c'est le projet Connectoo. Alors c'est une excellente question parce que je pense que l'enjeu de l'inclusion numérique, elle ne dépend pas que du secrétaire d'État à la digitalisation ou bien que du gouvernement fédéral. Je pense que, comme le travail que vous faites par exemple, c'est en fait une énergie concertée, c'est un vrai travail d'équipe. Et en fait, quand moi j'ai voulu développer le projet Connectoo en l'occurrence, ce que j'ai voulu c'est faire en fait, c'est me dire voilà, amène quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Je pense que les redondances en politique, c'est jamais efficace. Je pense qu'on doit vraiment cibler notre action pour qu'elle soit complémentaire et qu'elle génère un véritable effet levier. Moi, je me suis rendu compte que dans toute une série d'associations, ou bien d'espaces numériques, ou ce genre de choses, en fait, d'individus qui souhaitaient vraiment apporter leur pierre à l'édifice en matière de lutte contre la fracture digitale et donc d'accompagnement des personnes moins digitalisées, le fait d'avoir une formation standardisée était quelque chose qui, en fait, n'existait pas. Et donc, vous avez des espaces publics numériques qui s'appuyaient sur des profils qui étaient peut-être d'anciens profs d'informatique à la retraite, ou bien des jeunes, je sais pas moi, des jeunes éducateurs qui étaient un peu geeks. Voilà. Il y avait vraiment des profils totalement différents. Et donc, la façon dont on abordait, en fait, la formation aux aidants numériques, il n'y avait pas un seul outil, en fait, il y avait 36 outils. C'est là qu'on s'est dit, on en propose un, on ne l'impose pas, on en propose un, et on l'amène à avoir cette qualité de standardisation et de labellisation. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme ça que l'idée m'est venue. Vous connaissez le brevet européen de premier secours, le BEPS? C'est un peu ça en fait. Dans ma province, j'avais développé beaucoup le BEPS parce que c'est une formation qui est standardisée, qui est reconnue par tous. C'est-à-dire que si vous voulez faire un job d'étudiant, si vous voulez être maître nageur sauveteur ou ce genre de choses, quand vous avez le BEPS, vous avez quelque chose qui est reconnu, qui est standardisé. Mais surtout, le BEPS, c'est quelque chose qui permet vraiment de diluer le plus vite possible sur un territoire des personnes qui ont les compétences pour venir en aide aux autres. Et c'est comme ça que le brevet Connectoo est venu sur la table. D'abord, au début, on voulait l'appeler le brevet en fait d'écrivain public numérique, le BEPN. Donc, bon, ça marchait pas super bien. Du coup, on est tombé sur Connectoo. Mais c'est vraiment cette idée-là. C'est se dire à un moment donné, comme vous le faites, je vous en félicite et je vous en remercie. Je pense qu'à un moment donné, on doit voir où on peut avoir une vraie plus-value dans la société. Et donc, pas forcément refaire quelque chose qui existe déjà et qui est déjà bien fait. Et c'est là qu'on a essayé de faire ça. Et donc, c'est comme ça que moi, en tant que secrétaire d'État à la digitalisation, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose que je pouvais faire. Alors, c'est super important ce que vous venez de dire parce que pour moi, la digitalisation,
ça doit rester un choix. Et donc si certains individus, certaines personnes disent voilà, moi je veux pas passer par le digital, il faut respecter ça. Ça c'est un premier élément. Par contre, la non-connaissance, la non-maîtrise des outils ne peut pas être une excuse. C'est-à-dire que si vous voulez le faire, vous devez pouvoir le faire, c'est quelque chose qui est essentiel. Si vous ne voulez pas vous digitaliser, on doit conserver en fait des flux d'interaction qui ne sont pas des flux d'interaction digitales. Je pense qu'il y a eu de grosses discussions par exemple suite à l'ordonnance Bruxelles numérique. Moi ce que j'ai identifié dans Bruxelles numérique, c'est que en parallèle du projet de M. Claire-Failly, il y avait aussi le réinvestissement sur des procédures en fait physiques. Alors ça n'a peut-être pas forcément toujours été bien perçu. Moi c'est ce que j'ai constaté. Je ne suis pas suspect, M. Claire-Failly n'est pas de mon parti, mais je trouve qu'il avait fait ça correctement, c'est-à-dire que d'un côté, il renforçait l'angle digital, mais dans le même temps, il y avait des moyens qui étaient prévus pour renforcer également des procédures papier ou bien plus traditionnelles. Okay, et je pense que c'est comme ça qu'on doit faire ça. Ça demande, je pense, aussi une plus grande contrainte dans les administrations à ne pas évacuer toutes les procédures ou bien tous les contacts vers du digital. Je pense qu'on doit garder de façon tout aussi visible et tout aussi facilement accessible une procédure digitale et une procédure qui ne l'est pas. Je prends un simple exemple, on a tous vécu cette expérience-là ultra énervante, c'est quand on doit chercher un numéro de téléphone sur un site internet de distributeur d'électricité, ou bien sur une compagnie d'assurance, ou bien une banque. Franchement, il faut devenir ingénieur juste pour trouver le numéro de téléphone qui va nous amener à discuter avec un être humain. Okay, et là, je pense, sincèrement, qu'il y a encore un travail législatif à faire. Nous, on a commencé à le préparer, qui permet à un moment donné de contraindre les services en fait de première ligne, hein, qui resteraient à définir, ben, on sait tous, hein, ça peut être eau, électricité, téléphonie, services publics bien entendu, les contraindre à garder de façon visible, et bien visible, une procédure alternative à la procédure digitale. Je pense que c'est un élément qui est essentiel pour, je vous le disais, soit répondre à celles et ceux qui ne veulent pas se digitaliser, et c'est un droit, hein, on vit dans une démocratie, les gens font encore ce qu'ils veulent, ou alors les personnes qui ne sont pas encore suffisamment compétentes ou à l'aise avec le numérique, et qui veulent conserver un axe physique ou bien humain. Mais en fait, c'est un peu celle-là quelque part. C'est se rendre compte qu'aujourd'hui, on a un modèle institutionnel en Belgique qui est terriblement fragmenté. Vous voyez, vous avez en fait les régions, les communautés, Bruxelles, Flandre, Wallonie, les provinces, les communes, enfin, et même au sein de l'État fédéral, vous avez énormément d'outils différents. Ce qui veut dire que chaque outil de digitalisation a été pensé dans son silo. Okay, avec une expérience utilisateur qui est unique. Si vous allez sur le look and feel, donc la façon dont le ministère des Finances se présente, ou bien la façon dont, je sais pas moi, la commune de Wezenbeek-Eupen se présente, ou bien la province du Brabant-Wallon, ou encore les logiques de Munberger-Profil en Flandre, vous avez systématiquement des outils qui cohabitent, et donc c'est pas toujours évident pour un citoyen déjà de savoir quelle institution est compétente pourquoi, ok, et puis se retrouver finalement dans différents univers. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce fameux projet dont on a beaucoup parlé, qui est le portefeuille digital, qui va s'appeler MyGov, qui est en fait la volonté de réconcilier toutes ces différentes applications, tous ces parcours de vie administratifs qu'on va vivre, aller demander un certificat de bonne vie et mœurs, ou bien déclarer, je sais pas, la naissance d'un enfant, ce genre de choses, c'est de prendre toutes les procédures administratives qu'on peut avoir pour l'amener dans un seul outil centré sur l'utilisateur, si vous voulez. Je vais prendre l'exemple de, si vous prenez Microsoft, Google ou autre, vous vous rendez compte qu'il y a toute une série d'applications très compliquées qui sont développées dans l'univers Microsoft, Google, Apple, ce genre de choses. Mais néanmoins, l'obsession de ces grandes compagnies, c'est d'avoir le citoyen, enfin l'utilisateur en l'occurrence, au centre, et de développer toutes les applications pour que, en fait, quand vous savez utiliser Publisher, vous savez utiliser Word, vous voyez, c'est un peu ça. Et donc, l'idée qu'on a développée autour de ces applications, c'est vraiment de simplifier au maximum les utilisations de ces applications, et qu'on retrouve le même type d'interaction et d'interopérabilité, alors c'est peut-être un peu technique, mais que voilà, ça permet de simplifier la vie du citoyen, de dire plutôt que de savoir où aller et chaque fois se réadapter à un univers, savoir vraiment pouvoir choisir son univers et à partir de là pouvoir gérer toutes ces démarches administratives.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors je vous avoue que c'est vraiment compliqué. Alors l'avantage c'est que c'est une coordination qui est plus technologique que politique. C'est en fait mettre les personnes qui travaillent sur le développement des outils administratifs, des outils digitaux administratifs des différentes communautés et régions autour de la table, simplement pour par exemple avoir des bases de données qui interagissent entre elles, avoir des registres d'API, enfin je ne rentre pas rentrer dans la technique, mais en gros c'est se dire qu'on crée des briques de Lego qui peuvent à un moment donné travailler ensemble. Mais effectivement, si vous travaillez avec, je sais pas moi, des Lego ou des Playmobil, bah, ça ne matche pas ensemble. Okay, et donc, moi, mon boulot, c'est de m'assurer que tout le monde joue avec des Playmobil ou avec des Lego, mais qu'en tout cas, on joue avec les mêmes briques. Et à ce moment-là, quand une brique de Lego est utilisée pour un certificat de bonne vie Amherst dans une commune, eh ben, s'il y a une brique de Lego qui est utilisée pour le dépôt d'un permis de bâtir, on sait que c'est compatible et que le citoyen peut avoir accès à un même univers. Ça, c'est ce qu'on a créé ces 3 dernières années. C'était pas évident, je vous avoue, c'est pas encore terminé, mais le projet de portefeuille digital, c'est vraiment ça. C'est créer un langage commun qui permet aux utilisateurs, aux citoyens, d'avoir un outil, mais qui permet de tout faire. Un bel exemple, par exemple, d'outils qu'on a amélioré, c'est la e-box. La e-box, c'est une boîte aux lettres en fait numérique que les gens peuvent utiliser ou pas. Et cette boîte aux lettres, en fait, elle sert aussi bien pour votre commune que pour la région, que pour les finances. Voilà, ça génère une simplicité d'utilisation. Et donc, en termes de fracture digitale, ça permet d'avoir peut-être moins d'obstacles à franchir pour se digitaliser. Je pense qu'on va encore améliorer les dispositifs parce que aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de politiques qui sont développées pour répondre à cette difficulté principale. Vous savez que cette difficulté, on le sentait bien, mais je pense que Covid l'a beaucoup révélé. Okay, et Covid, c'était 2020, 2021, on est sorti de cette dynamique-là. Et puis c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de politiques n'existaient pas, se sont mises en place pour se dire ok, il y a urgence. Et donc je pense que ces politiques, elles sont encore dans des phases d'une maturité relative, je vais le dire comme ça. Ça c'est logique, on ne sait pas en claquant des doigts qu'on sait en une fois résoudre 40% de fracture digitale. Mais je pense que d'ici 2 ans, on aura vraiment gagné davantage en maturité parce que je crois que toute une série de personnes qui étaient hésitantes maintenant se rendent compte que c'est un pas qui, même s'il n'est pas obligé, est un pas qui reste quand même une contrainte si on veut profiter des bienfaits d'un certain nombre de simplifications. Donc je pense que d'ici 2 ans, on aura fait un gros pas en avant. Ça ne veut pas dire que le combat sera terminé. Je pense qu'il y a encore pas mal de travail. Moi, l'objectif que je me suis fixé lorsque j'ai développé des projets comme Connect2 et d'autres, c'est de se dire qu'en 2030, on devrait avoir vaincu la fracture digitale. Okay, je parle bien de la fracture digitale non choisie. Donc quelqu'un qui, en 2030, si quelqu'un ne veut pas utiliser un ordinateur, on ne va pas l'embêter, quoi. Il doit pouvoir ne pas utiliser un ordinateur s'il ne veut pas. Mais par contre, d'ici 2030, quelqu'un qui veut utiliser un logiciel, une application, on doit avoir été en capacité d'apporter une réponse qui fait qu'il ne soit pas sur les côtés. C'est quelque chose qui est essentiel. Alors, s'entend une réponse qui correspond à une personne qui a la capacité de lire et écrire ce genre de choses, parce qu'il y a aussi évidemment parfois des complications sur des complications qui peuvent se mettre. L'analphabétisme, par exemple, aujourd'hui, est un problème fondamental quand on parle de fracture digitale également. Donc il y a toute une série de couches de difficultés qui peuvent se rajouter, mais ici vraiment c'est se dire, voilà, 2030, fin de la fracture digitale. Alors, peut-être pas être modeste, mais je ferai ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je développerai vraiment une formation d'aidant numérique standardisée, mais surtout, je la rendrai peut-être plus contraignante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Ça veut dire que je trouve que tout agent qui est au guichet d'un bureau de poste, tout agent qui est au guichet d'une maison communale ou d'un CPS, devrait, au minimum dans son parcours de cursus de fonctionnaire ou bien d'agent d'accueil, avoir cette capacité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel. Vous devez, je reprends cet exemple du brevet européen de premier secours, mais si on avait tous ici le BEPS dans sa poche, si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on saurait tous comment réagir. Pour moi, c'est un peu la même chose. On doit avoir un maximum de personnes qui
ont les bases pour pouvoir aider les autres. C'est vraiment, en fait, c'est un enjeu de solidarité dont on parle. C'est vraiment se dire, on construit une société pour tout le monde et avec tout le monde. Et je pense qu'on devrait tous, nous, ici, se mettre à la recherche de personnes qui ne savent pas utiliser ces outils digitaux, et les accompagner, les aider. Je pense que c'est la meilleure façon d'atteindre d'ici 2030 une couverture, enfin en tout cas une fracture digitale ramenée à zéro. Et c'est pour ça, j'insiste, que former un maximum de monde dans un maximum d'endroits, c'est vraiment ce qu'on... Vous savez, aujourd'hui, vous rentrez dans n'importe quel magasin, vous pouvez payer avec Visa. Ce serait génial de se dire qu'aujourd'hui, vous rentrez dans n'importe quel magasin, vous trouverez quelqu'un pour vous aider avec le digital. C'est un peu le même concept. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je pense que quelque chose qui est essentiel, on se rend compte qu'une source assez fréquente, voire la plus fréquente, de l'éloignement du numérique, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, voilà. Et puis derrière vient toute l'inquiétude de on va me piquer mon argent, je vais me faire hacker, voilà, vous voyez un peu le truc. Alors une partie de ces craintes, il faut les entendre parce qu'une partie de ces craintes elles sont fondées inévitablement, mais je pense que quand c'est fait correctement, avec les bons outils, les bonnes personnes à nos côtés, je pense que ça libère un potentiel que les personnes qui s'en gardent éloignées ne soupçonnent même pas. Continuez à le faire. 2, je pense que c'est intéressant d'adhérer à cette labellisation certificat Connectoo pour justement essayer de maximiser l'impact d'un projet. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et 3, ne perdez pas espoir parce qu'en fait, ça marche. Le travail que vous faites, le travail que toute une série d'opérateurs font sur le terrain, ça marche, on le voit. Je disais tout à l'heure, les chiffres en fait de réduction de la fracture numérique, ils sont encourageants. Donc ça veut dire que l'impact, on le ressent. Quand je vous disais que d'ici 2 ans, ça ira mieux, évidemment que ça ira mieux parce que le travail que vous faites, il fonctionne. Donc ne perdez pas espoir, vous ne marchez pas dans le désert, au contraire, vous êtes en train de construire des oasis un peu partout. Avant toute chose, j'ai envie de dire, le mot de la fin, c'est à vous que j'ai envie de le dédier, parce que, vous savez, réussir à changer le monde, ça se fait pas tout seul, ça se fait en équipe, et donc quand je vois le travail que vous faites ici avec WeTech Care, et d'autres qui s'impliquent ici dans ce bâtiment à Bicentral, ou bien ailleurs, partout en Belgique, moi c'est plutôt à vous que je veux dédier ce mot de la fin, parce que, vous savez, on a parfois le sentiment que le digital, ça isole. Moi, je pense qu'il y a 3 mots essentiels qui doivent qualifier le digital. J'aime à le rappeler. C'est 1, c'est la convergence. C'est en travailler ensemble, c'est ce que vous faites. 2, c'est l'inclusion. C'est travailler à amener tout le monde dans cette marmite du digital. Et le 3e mot, c'est de l'ambition. Et en fait, c'est quand on conjugue en fait la convergence, travailler ensemble, de l'inclusion pour tous et de l'ambition, c'est-à-dire en disant qu'on est capable du meilleur, qu'on change le monde en mieux. Et c'est ce qu'on essaie tous de faire, je pense.